Les États-Unis obtiendront 17 bases en Suède où ils pourront faire ce qu'ils veulent. Cela est spécifié. Ils peuvent également augmenter cet espace s'ils le souhaitent. Ils peuvent créer des zones en Suède selon cet accord où les autorités suédoises ne sont pas autorisées. Ainsi, la souveraineté américaine peut s'établir sur le sol suédois où elle le souhaite. L'accord garantit également que le personnel américain ne paiera pas de TVA pendant son séjour en Suède. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, c'est Pascal des études sur la neutralité. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'animer un panel sur la nouvelle ère de la sécurité scandinave dans sa phase post-neutralité. Comme vous le savez tous, la Suède et la Finlande ont décidé en 2022 de mettre fin à leur statut de neutralité de longue date et de rejoindre l'OTAN. Alors que cette transition s'est déroulée relativement sans encombre pour la Finlande, elle a pris plus de temps pour la Suède en raison des objections turques. Cependant, les deux pays sont maintenant membres de l'OTAN. De plus, la Norvège, qui pendant longtemps n'a pas permis beaucoup de stationnement de personnel américain sur son sol, ouvre maintenant fréquemment des bases américaines. Nous pouvons voir comment l'ensemble de la Scandinavie se militarise sous les auspices de l'Alliance. C'est un moment sans précédent, car nous n'avons jamais vu la Scandinavie s'intégrer autant dans l'appareil militaire de l'Europe occidentale. Pour discuter de ce que cela signifie, j'ai avec moi 3 experts fantastiques, 2 de la région et un autre chercheur en neutralité. De Suède, nous sommes rejoints par le professeur P.O. Hansen de l'Université de Linköping. De Finlande, nous avons le docteur Tapio Juntunen de l'Université de Tampere. Enfin, nous sommes ravis d'accueillir l'ambassadeur Nasir Andisha, ambassadeur d'Afghanistan auprès des Nations Unies à Genève et auteur de Neutrality and Vulnerable States, une analyse de la neutralité permanente de l'Afghanistan. Messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre. Gentlemen, welcome and thanks for joining. Merci. Well, let's start with you, Ambassador Andisha. Eh bien, commençons par vous, ambassadeur Nasir Andisha. Avez-vous été surpris par les développements politiques en 2022 avec la décision de la Finlande et de la Suède de rejoindre l'OTAN? Je dois également mentionner que ce panel était votre idée, car vous avez eu de nombreuses discussions à Genève. Quelle était votre impression en servant à Genève de ce qui se passe en ce moment? What was your impression being and serving in Geneva and of what's happening right now? Thank you. Thank you very much, Pascal, and it's good to be here. And Merci. Merci beaucoup, Pascal. C'est bon d'être ici. Salutations à mes collègues de Suède et de Finlande. C'est un honneur et un plaisir. Je sais que c'est probablement une discussion très inhabituelle, étant donné que nous sommes au milieu de plusieurs conflits sérieux, en particulier en Europe de l'Est et maintenant aussi au Moyen-Orient. Bien que le conflit en Afghanistan soit quelque peu gelé, la situation au Haut-Karabakh et dans d'autres régions du Caucase atteint également une conclusion différente. Pour moi, si vous adoptez une perspective réaliste, ce n'était pas une surprise. Il y a toujours eu des tendances dans les pays neutres, en particulier dans les pays neutres européens, à s'éloigner de la neutralité, surtout après la guerre froide. Ils soutiennent que la neutralité n'est pertinente que lorsqu'il y a quelque chose à propos de quoi être neutre. Depuis la fin de la guerre froide, nous avons un système unipolaire, donc ils estiment qu'il n'est pas nécessaire d'être neutre. Il est acceptable de se ranger du côté des vainqueurs. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et au cours des 20 dernières années environ, l'idée a émergé que si ces pays sont encore neutres, comme la Suisse et dans une certaine mesure la Suède, ils pourraient reconsidérer leur position. Alors, pourquoi sont-ils neutres
quand il n'y a pas besoin de neutralité. Cette question du pourquoi a été quelque peu expliquée par des théoriciens académiques, bien que je ne sois probablement pas l'un d'eux. Ils argumentent d'un point de vue constructiviste, en disant que la neutralité, après de nombreuses décennies et générations, est devenue une partie de l'identité de ces pays. Les gens dans ces pays, en particulier les Suisses, et peut-être les Suédois et les Finlandais dans une certaine mesure, sentent que la neutralité est maintenant la façon dont ils se définissent. L'Irlande en faisait également partie dans le passé. D'autre part, comme ces pays sont principalement en première ligne humanitaire et se concentrent sur les droits de l'homme, la neutralité leur a donné un espace unique non disponible pour les autres. Ces facteurs convainquent encore ces nations de rester neutres. Si vous enlevez la neutralité de la Suisse, cela aurait un impact significatif sur leur identité. En 2022, il y a eu un argument au sein de ces pays selon lequel la neutralité n'est plus nécessaire. Ils ont suggéré d'abandonner la neutralité parce qu'elle complique la politique étrangère et impose des restrictions. Je pense que l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie a mis en évidence la nécessité de protection, mais a également accru la peur, même parmi les groupes pro-neutralité, pro-démocratie et pro-humanitaire dans ces pays. Ils ont commencé à voir que la neutralité pourrait ne pas fonctionner, car même l'Ukraine avait une certaine forme de neutralité dans le passé. Nous avons écrit un article qui a été fortement critiqué au début, mais je continue à le défendre. Je crois qu'à un moment donné, les gens reviendront sur cet article et réaliseront que nous avions raison. Donc en ce sens, ce n'était pas une surprise. Si vous le regardez d'une perspective plus longue, je le vois comme quelque chose qui n'est probablement pas bon pour la sécurité européenne à long terme. En se précipitant dans l'OTAN, les partisans de l'anti-neutralité dans ces pays profitent de la situation actuelle. Cela aura probablement un effet négatif sur la sécurité européenne à long terme. Selon ma compréhension, que j'admets ne pas être de niveau expert, ce mouvement pourrait complètement modifier le paysage de la sécurité. Je suis heureux d'avoir eu l'opportunité de parler en premier, mais j'aurais vraiment aimé entendre les experts sur le terrain. En ce qui concerne l'Afghanistan, je pourrais en parler, mais ici je peux partager ma propre idée. À long terme, l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN est significative, surtout pour la Finlande. La Suède a été quelque peu une puissance intermédiaire. La Moldavie et l'Ukraine sont maintenant engagées dans des discussions internes chaque jour. En Géorgie, vous voyez les problèmes en cours. Si ces pays rejoignent pleinement l'OTAN ou perdent d'une partie de leurs terres au profit de la Fédération de Russie, l'Europe devra décider ce qu'elle est prête à défendre, quoi qu'il arrive. Nous verrons une nouvelle ligne tracée où l'Europe déclarera qu'il n'y a aucun espoir pour la Russie de devenir une puissance européenne. Il n'y a aucun espoir de coopération et de paix, et un nouveau type de rideau tombera en Europe. Je ne sais pas quel type de rideau ce sera cette fois-ci, peut-être un rideau d'acier, un rideau nucléaire ou un rideau cybernétique. La division entre le Nord et le Sud deviendra la division entre l'Est et l'Ouest, parce que la Chine préférerait ce résultat. À long terme, cela indique aux Russes, et peut-être à certains Slaves en Europe, que cette division est désormais très claire. Avec la Suède et la Finlande, ainsi que l'Autriche et la Suisse, il y avait encore de l'espoir pour une plus grande intégration européenne. C'est probablement hors sujet, mais c'est ce que je pense, et j'aimerais vraiment écouter les vrais experts. Let's ask this. I mean, Peo, you're in Sweden. Posons cette question. Peo, vous êtes en Suède et vous avez vu ce mouvement s'éloigner de la neutralité.
qui est en fait un peu plus ancien que 2022. Quelle est votre évaluation des raisons pour lesquelles cela s'est produit? Et qu'est-ce que cela fait à la Suède maintenant, après 200 ans de neutralité pragmatique? Of basically Swedish pragmatic neutrality. Thanks, first of all, for having me. Yeah, good. Merci tout d'abord de m'avoir invité. Je suis d'accord avec vous sur la neutralité pragmatique, car il y a eu de nombreux cas historiques où la Suède n'a clairement pas été neutre. Mais encore une fois, pragmatisme et tout cela. La chose intéressante à commencer, je pense, est de dire que quelques semaines seulement après l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, la première ministre suédoise a fait une déclaration. Dans cette déclaration, elle a clairement indiqué que la Suède n'allait pas rejoindre l'OTAN. Elle a dit que la raison était très simple. Ce n'était pas le moment de déstabiliser davantage la région baltique. Elle a clairement indiqué, quelques semaines seulement après l'attaque, à un moment où l'on pourrait penser qu'il y aurait une tentation de rejoindre, étant donné la peur ambiante, etc. This was the time when there was a lot of fear in the air and so on. This would have been the time when she could hesitate and opening. C'est à ce moment-là qu'elle aurait pu hésiter et entrouvrir la fenêtre à l'adhésion. Au lieu de cela, elle a fermé la porte. Ensuite, il n'a fallu que quelques semaines de plus pour qu'elle fasse un virage à 180 degrés. Tout d'un coup, le processus a été mis en marche. Il y a eu à peine de débat, et puis c'était une affaire conclue, en gros. Bien sûr, la Suède a ensuite changé de gouvernement, et nous avons vu toute la naïveté qui faisait partie de l'establishment politique suédois. Tant les sociodémocrates, l'ancien gouvernement, que le nouveau gouvernement de droite n'avaient pas prévu les réactions de la Turquie et de la Hongrie, ni toute l'agitation qui s'en est suivie. Turkey and Hungary, and then all the commotion that happened. But I am, of course, very interested in knowing. Je suis, bien sûr, très intéressé de savoir ce qui s'est passé pendant ces semaines entre la déclaration initiale et la décision de poursuivre l'adhésion à l'OTAN. Il semblait que, tout d'un coup, les choses avaient changé. Mais nous n'avons jamais su ce qui avait vraiment changé d'une déclaration catégorique sur le fait de rester en dehors de l'OTAN à une autre, disant qu'il n'y avait pas d'alternative à l'adhésion. Ce serait mon premier point. J'espère qu'il y a des journalistes d'investigation qui travaillent là-dessus. On peut spéculer sur beaucoup de choses, y compris une pression potentielle des États-Unis pendant cette période. Mais bien sûr, je n'en suis pas sûr. Un autre point important est que le débat était pratiquement absent. Il n'y a eu presque aucune discussion autour de cette question très cruciale. Donc, je vais m'arrêter là juste pour avoir dit cela. So I can stop there just to have that said. Yeah, maybe let's listen to the same. Oui. Peut-être écoutons-nous la même explication aux questions à Tapio. Je veux dire, quelle a été la réponse finlandaise? Parce que ce qui est intéressant, c'est que les deux pays ont commencé ensemble. Vous savez, ils ont tous les deux changé d'avis en même temps, disant qu'ils voulaient devenir membres. L'idée était de rejoindre l'OTAN ensemble. Mais ensuite, quand la Suède a été bloquée, la Finlande a quand même avancé et a rejoint. La Finlande avait été neutre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, une neutralité pratique, surtout sous votre ministre des Affaires étrangères et président de longue date, Urho Kekkonen, qui comprenait la neutralité finlandaise de manière tactique. Comment ce changement s'est-il produit de votre point de vue? The way that you perceived it. Yeah, thanks for first of all for inviting me here. Merci tout d'abord de m'avoir invité ici. C'est un sujet important et c'est formidable d'en discuter avec vous. Pour répondre à votre question, cela nécessiterait un détour historique, remontant jusqu'à l'ère pré-Seconde Guerre mondiale. Nous ne voulons probablement pas d'un cours magistral à ce sujet, mais brièvement, je pense que lorsqu'il s'agit d'identité, la neutralité n'a jamais vraiment pris racine comme partie de l'identité nationale en Finlande. Il y a un débat au sein de la communauté académique sur la question de savoir si ça faisait réellement partie de l'identité, mais c'était plus ou moins, comme vous l'avez dit, Pascal, tactique
ou instrumentale par nature. C'était une politique sérieuse, une sorte de neutralisme aspirant pendant l'ère de la guerre froide, qui était clairement différente de la version suédoise. La Suède, bien sûr, avait une véritable neutralité politique, avec des forces de défense solides pour la soutenir, et un profil diplomatique plus proactif, par exemple dans le désarmement nucléaire et d'autres domaines. La Finlande avait également un profil actif, par exemple dans la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe pendant l'ère Urho-Kekkonen. Cependant, il y avait toujours un aspect tactique, visant à maintenir l'Union soviétique à distance pour éviter son intervention dans la politique intérieure de la Finlande. En même temps, la Finlande maintenait un profil de politique étrangère distinct, suffisamment différent de celui de la Suède, pour augmenter son propre statut. Mais dans les années 1990, cela a en fait conduit à un processus relativement sans problème d'adhésion à l'Union européenne. À partir du début des années 2010, la Finlande a commencé à s'intégrer lentement et progressivement dans les structures de défense occidentales, non pas par le biais d'une coopération formelle avec l'OTAN ou de structures d'alliance. Ainsi, il y avait ce processus progressif d'alignement militaire sans faire partie d'une alliance. Il y a eu quelques débats à ce sujet en Finlande, mais c'était surtout au niveau de l'élite politique. Ce fut un processus assez fluide. Mon argument serait que la Finlande n'a été véritablement neutre que pendant quelques années au début des années 90. De ce point de vue, il n'était pas surprenant que le tournant vers l'OTAN se produise. Cela a en fait commencé après décembre 2021, à la suite des ultimatums de Poutine visant à démanteler certains principes fondamentaux de l'ordre de sécurité européen. Par exemple, le principe selon lequel les États peuvent librement choisir leurs propres arrangements de sécurité. Les premiers sondages d'opinion publique en Finlande sur l'adhésion à l'OTAN ont montré un changement significatif de l'opinion publique. There was a huge momentum in public opinion that shifted, and actually I think that the foreign policy leadership kind of actually followed. En fait, je pense que la direction de la politique étrangère a en partie suivi l'opinion publique. En Finlande, aucune déclaration catégorique n'a été faite dans les premiers jours après l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. Au lieu de cela, il y avait une attitude réservée, avec le sentiment qu'il fallait attendre. Le président Niinistö a déclaré qu'il n'y avait pas de temps pour prendre des décisions hâtives. Il a souligné la nécessité d'un débat public et d'un débat parlementaire, reflétant la tradition finlandaise de prise de décision consensuelle en matière de politique étrangère. L'argument principal ici est que l'opinion publique était le principal moteur de la politique. En réalité, l'élite politique a suivi le changement de l'opinion publique. Un point de plus, il se peut qu'il n'y ait pas de consensus parmi les chercheurs à ce sujet, mais je crois que la Finlande a mené le processus et que la Suède a rejoint plus tard. C'est le récit en Finlande que c'était la première fois dans l'histoire que la Finlande prenait les devants, avec la Suède suivant. Cela mène à un débat intéressant sur la relation historique entre la Finlande et la Suède. Traditionnellement, la Suède a été vue comme le grand frère en politique étrangère et en relations internationales. Cependant, cette fois-ci, les rôles étaient inversés. Mais je pense que c'est important, parce que nous parlons aussi de la Scandinavie, qui a une identité scandinave distincte. Historiquement, nous avons vu plusieurs tentatives des pays scandinaves, y compris la Norvège et le Danemark, pour organiser une structure de sécurité et de défense. Mais cela ne s'est pas concrétisé. Pensez-vous également que la Suède a suivi un chemin similaire? Deuxièmement, la question de l'opinion publique est vraiment importante pour moi. En Suisse ou en Autriche, si vous vouliez faire la même chose que ce qui s'est passé en Suède et en Finlande, vous devriez passer par un processus difficile.
Surtout en Suisse, il faudrait organiser un référendum public nécessitant une décision réelle du peuple. En Finlande et en Suède, cela était basé sur des sondages d'opinion, si j'ai bien compris. Y avait-il réellement une majorité crédible parmi la population pour soutenir cette position? Among the people to follow that position. Yeah, I think there was support and growing support. Oui, je pense qu'il y avait du soutien et un soutien croissant dans les sondages d'opinion. Je suis également d'accord avec Tapio que la Suède a largement suivi la Finlande. Le fait que la Finlande ait décidé de rejoindre a probablement aussi augmenté le soutien. Finland decided to join, but I think what is very important in Sweden too is that Ce qui est très important en Suède, c'est que les relations de la Suède après-guerre avec ces questions n'ont pas seulement été en relation avec l'OTAN, mais aussi avec l'Union européenne. La neutralité de la Suède ne pouvait pas être compromise par l'adhésion à l'UML dès le début. Il a été très clair que rejoindre la communauté économique européenne dans les années 1950 n'était pas à l'ordre du jour, et cette position a perduré. Avec l'adhésion de la Suède à l'UML, l'un des principaux piliers de la campagne pour que la Suède rejoigne était de démanteler la neutralité et de la rendre moins crédible. Cette bataille a été remportée au début des années 1990. Avec la fin de la guerre froide, la Suède s'est intégrée dans divers cadres militaires. Pendant longtemps, ceux en Suède qui sont pro-OTAN ont soutenu que la Suède est déjà pratiquement membre. have said, well, we're already members, so let's just, jump the last hurdle and form. Alors, passons au dernier obstacle et formalisons-le. Il y a eu très peu de bons arguments contre cela. Je pense que cela a également réchauffé l'opinion publique. Les gouvernements successifs de la Suède, qu'ils soient sociodémocrates ou de droite, ont rejoint diverses opérations de l'OTAN. Ils ont par exemple participé à la campagne en Libye. Depuis le début des années 90, après la guerre froide, ces actions ont contribué à façonner l'opinion publique, rendant l'adhésion à l'OTAN moins dramatique qu'elle ne l'aurait été pendant la guerre froide et les années 80. Let's say during the Cold War and the 80s and so on. And this next part goes to Nasir again. Vous savez, cette prochaine partie revient à Nasir. Ce qui s'est passé avec la Finlande et la Suède, rejoignant l'OTAN, va un peu à l'encontre du réalisme académique. Le réalisme académique suggérerait qu'une menace crée une contre-réaction. Cependant, cela impliquerait que la menace de la Russie aujourd'hui est plus grande que celle de l'Union soviétique pendant la guerre froide. À l'époque, la Finlande et la Suède étaient neutres, et je dirais qu'il y avait une entité beaucoup plus menaçante à la frontière. Bigger, threatening entity at the border. So in a sense, this flies into the phase of Donc, en un sens, cela va à l'encontre du réalisme. Mais d'un autre côté, cela contredit également le constructivisme, qui aurait soutenu qu'après 200 ans de neutralité pour la Suède, l'idée et la norme de neutralité étaient profondément enracinées chez les gens. Cela semble également avoir changé très rapidement. Nous n'avons pas beaucoup d'exemples d'États renonçant à leur neutralité officielle pour rejoindre une alliance sans être directement attaqués. Nasir, pouvez-vous penser à d'autres exemples? Ou cela vous rappelle-t-il certains exemples historiques que nous avons déjà vus? Historical examples that we've seen before. I think I will agree with the sort of contradiction that Je pense que je serais d'accord avec la contradiction que l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN apporte à cet argument académique. L'argument académique suggérait que la neutralité, surtout à l'époque de l'Union soviétique, était une politique pour prévenir les conflits. C'était une politique de mitigation et d'évitement des conflits. Les pays neutres croyaient qu'il valait mieux rester au milieu pour éviter les conflits. La contradiction maintenant est que la Russie est beaucoup plus faible que l'Union soviétique ne l'était. Rejoindre l'OTAN pourrait, à long terme, créer une Russie beaucoup plus enragée et plus forte. much more, enraged and strong Russia. I don't know if I would
put that in a proper way or not, thinking Je ne sais pas si je l'exprimerai correctement ou non. Dans les années 90, il y avait une possibilité que le continent européen devienne une Union européenne unifiée. Donc je pense que cette contradiction sur le plan académique rendra très difficile pour quiconque de réfuter certaines théories plus tard. Le nombre de pays neutres est si petit que même si deux grands changent de position, cela devient un énorme débat. On ne peut pas dire que s'il y a 100 pays et que deux changent rapidement, cela n'a aucun impact sur le débat sur la neutralité. quickly changing, there's nothing on the neutrality debate. But what I would also say is maybe this is sort of an historical trend. Mais ce que je dirais aussi, c'est qu'il y a peut-être une tendance historique. Dans le passé, la plupart des grands conflits internationaux se sont déroulés sur le sol européen. C'est pourquoi la configuration de la paix et la formation de différentes alliances impliquaient quelques pays intermédiaires. Toute la littérature sur la neutralité est très européenne. Dans d'autres parties du monde, il y a eu des tentatives, comme au Laos, au Vietnam à un moment donné, et en Afghanistan, mais elles n'ont pas bien fonctionné. Le Costa Rica est un cas différent. Ils ont complètement dissous leur armée. Mais cela ne signifie pas que la neutralité va disparaître d'une manière ou d'une autre. But it doesn't mean that neutrality is somehow going to disappear. And my idea, my thinking was that since this is shifting. Mon idée est que, puisque l'épicentre de certains conflits se déplace, nous devons envisager comment les conflits autour de l'Ukraine et de la Géorgie seront résolus. Nous devons attendre et voir. Je pense que certains pays neutres émergeront. Si la Suède et la Finlande ne sont plus neutres, alors des pays comme la Géorgie, l'Ukraine ou la Moldavie pourraient devenir neutres s'ils veulent récupérer leur territoire. La neutralité pourrait se déplacer un peu vers l'Est. Je pense aussi que des endroits au Moyen-Orient comme le Yémen ou un État libre de Palestine pourraient devenir des zones neutres. Maybe even a free state of Palestine could be a neutral place, things around Lebanon, and even Afghanistan. Les choses autour du Liban et même de l'Afghanistan ont encore la possibilité d'être neutres. Ainsi, la neutralité pourrait se déplacer vers d'autres zones de conflit. Je pense qu'il y a beaucoup à examiner pour les théories académiques concernant les décisions en Suède et en Finlande. Comme le disaient les collègues, il doit y avoir des enquêtes sur la nature de ces décisions et la rapidité avec laquelle elles ont été prises. Si ces décisions avaient des racines solides, il aurait dû y avoir un débat approprié. D'un autre côté, peut-être que nous ne savons pas tout. Comme l'ont mentionné les collègues de Taipo, en Finlande, la neutralité n'était probablement pas une identité, mais juste une tactique. Il reste encore de nombreux détails à découvrir. So I think this is, there are a lot of details to come out. There is, and my argument constantly is that Mon argument est que la neutralité se déplace de l'Europe vers le monde plus large. Surtout quand nous regardons les développements politiques autour de l'Inde et comment la Chine se comporte dans le nouveau contexte mondial, ainsi que dans les pays d'Amérique du Sud. Mais pour la Finlande et la Suède, je ne comprends pas. La Suède a survécu à 2 guerres mondiales et à la guerre froide avec sa neutralité, et la Finlande s'en est très bien sortie pendant la guerre froide avec cette politique. Maintenant, la décision de rejoindre l'OTAN signifie que la Finlande et la Suède sont toutes deux des États de première ligne. Cela ne diminue-t-il pas la sécurité d'un pays ou sa perception de la sécurité? Alors, Tapio, la perception de la sécurité en Finlande est-elle maintenant que la Finlande est plus sûre qu'avant? Ou y a-t-il une perception que vous pourriez être le prochain État de première ligne? Qu'en est-il? front state. What is it? Well, there has been some public. Eh bien, il y a eu des enquêtes et des mesures de critique publique sur les perceptions du public et des citoyens. Je ne pense pas qu'il y ait eu de changement majeur à ce sujet. Contrefactuellement, je dirais que même sans l'adhésion à l'OTAN, les perceptions auraient changé. Le sentiment que la Russie pose un défi ou une menace directe à la sécurité aurait augmenté de toute façon. En fait, en pensant contrefactuellement, quel aurait été l'état si nous discutons de la militarisation de la région?
Disons que la Finlande avait décidé au printemps 2022 de suivre une voie de neutralité. Basically, going into the track of neutrality. Wouldn't that probably lead to kind of huge militarization, national militarization? Cela n'aurait-il probablement pas conduit à une militarisation nationale significative, à un renforcement de la défense et à un passage vers une société plus axée sur le militaire? Cela aurait probablement été le cas. Si vous regardez certains des débats au printemps 2022 en Finlande, à la fois au Parlement et parmi le public, c'était en fait l'un des arguments sous-jacents. En rejoignant l'OTAN, certains segments, en particulier à gauche, croyaient que cela empêcherait la société de devenir excessivement militarisée. Cependant, en devenant un État de première ligne, la Finlande est clairement passée d'une politique de stabilité régionale à une politique d'équilibre des pouvoirs. Kind of regional stability policy to basically power balancing. So that's a huge momentum. C'est un élan énorme et un changement significatif de perspective. Je pense toujours qu'il y a beaucoup de travail à faire en Finlande. Par exemple, considérez ce que signifie réellement l'extension de la dissuasion nucléaire dans la région. En ce qui concerne les perceptions de la menace, lorsque nous comparons l'Union soviétique à la situation actuelle, il est clair que pendant la guerre froide, l'Union soviétique était perçue comme une menace majeure en Finlande. C'était une sorte d'ennemi caché. Les politiciens ne pouvaient pas discuter librement de la menace soviétique. Cependant, dans le folklore et au sein de l'établissement de défense, l'Union soviétique était reconnue comme la menace officielle. Maintenant, la situation a changé parce que l'Union soviétique utilisait principalement la pression diplomatique et politique envers la Finlande. Like diplomatic and political pressure towards Finland. But when Russia attacked Ukraine, I think that there was... Lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, il y avait une idée générale que la Russie était désormais prête à prendre plus de risques militaires que l'Union soviétique pendant la guerre froide. Cela reposait sur la perception que la Russie n'était plus un acteur mondial aussi puissant qu'auparavant. Il y avait un sentiment de déficit de dissuasion parmi l'élite de la politique étrangère finlandaise qui devait être abordé. Par conséquent, kind of came into the picture from there as well. Et P.O., comment ça se passe-t-il pour la Suède? Y a-t-il des perceptions de menaces similaires? Of threat? Yeah, I mean, I make screenshots of every... Oui, je prends des captures d'écran de chaque gros titre de journal traitant de la menace russe. Je peux en obtenir plusieurs chaque jour. J'ai une énorme collection de captures d'écran. Elles vont des stratégies de Poutine aux manœuvres secrètes et à la guerre. La menace a été exagérée très rapidement. C'est assez ridicule, en fait, la façon dont cela a été fait. Néanmoins, si vous continuez à répéter des messages chaque jour, la plupart des gens réagiront en conséquence. La guerre hybride est également devenue un mot à la mode, donc ces choses sont importantes. Those things are important. What is less debated or hardly debated at all is of course... Ce qui est moins important ou à peine débattu, c'est l'accord séparé que la Suède a. Ils voteront dessus au Parlement suédois en juin, mais c'est essentiellement un accord conclu. Cet accord de coopération en matière de défense que la Suède a signé avec les États-Unis est un autre aspect caché du débat. C'est un accord radical. Les États-Unis obtiendront 17 bases en Suède où ils pourront opérer comme ils le souhaitent. Ils peuvent également augmenter ce nombre s'ils le veulent. Selon cet accord, ils peuvent créer des zones en Suède où les autorités suédoises ne sont pas autorisées. Cela signifie que la souveraineté américaine peut s'établir sur le sol suédois où ils le souhaitent pratiquement. Cela se résume aux moindres détails. And it's down to the nitty-gritty, so they make sure in the agreement that US personnel... Ils ont donc veillé à ce que dans l'accord, le personnel américain ne paie pas de TVA pendant son séjour en Suède. Ils ont également veillé à ce que les plaques d'immatriculation des voitures ne montrent pas qu'elles font partie de l'armée américaine. C'est un genre d'accord bizarre. Un journaliste a fait un commentaire fantastique. Il est l'une des rares personnes à l'avoir débattu.
Il a dit que si vous lisiez cet accord sans connaître les deux pays, vous penseriez qu'il a été signé après qu'un pays ait vaincu l'autre dans une guerre. C'est essentiellement ce genre de texte. Les États-Unis sont également libres d'importer tout type de matériel, matériel de guerre, armes, etc., comme ils le souhaitent. War material, arms, and so on that it wants, and Sweden has no right to check it. And that, La Suède n'a pas le droit de le vérifier, y compris les matériaux nucléaires. Il n'y a pas de spécification comme je pense que la Finlande et la Norvège ont. Vous pouvez me corriger là-dessus, mais c'est ce que j'ai lu. Les politiciens suédois abordent occasionnellement la question des armes nucléaires. Le gouvernement dit simplement qu'il n'y a rien à craindre et que ce ne sera pas un problème. Cet accord est très frappant. Il illustre également l'insouciance du côté suédois. Il reflète la mauvaise connaissance et le mauvais corps diplomatique que nous avons maintenant. Nous avions autrefois un corps diplomatique qui était la fierté de la Suède. used to be the pride of Sweden. Its diplomatic corps that was basically all over the world. That's why Sweden was called the moral. C'était pratiquement partout dans le monde. C'est pourquoi la Suède était appelée la superpuissance morale. Elle faisait partie de chaque négociation de paix, essayant de rétablir les relations entre les États en guerre. La Suède a également joué un rôle important dans les mouvements de paix et de désarmement. Maintenant, tout cela a totalement disparu. Il n'en reste plus une trace. D'abord, nous obtenons cette adhésion à l'OTAN, puis cet accord séparé avec les États-Unis. C'est une illustration très nette de la légèreté avec laquelle la Suède traite sa souveraineté. Cela montre comment la Suède est devenue un pays où les États-Unis peuvent se déplacer librement et l'utiliser pour stationner beaucoup d'armes et de matériel. A lot of weapons and materials and so on. Again, under realist theory, this makes no sense. Encore une fois, selon la théorie réaliste, cela n'a aucun sens, car cela crée une énorme responsabilité pour la sécurité suédoise. Si ces forces peuvent se déplacer librement, elles pourraient entraîner la Suède dans des conflits. La seule chose que chaque pays veut éviter est de devenir la prochaine Ukraine de l'Europe. Vous ne voulez pas être la pointe de la lance poussée dans une rivalité de grande puissance. Laissez-moi renvoyer la question à Tapio. Quel est l'accord à ce niveau en Finlande? En Norvège, notre collègue Glenn Dizon dit que les États-Unis sont actuellement en train d'étendre leurs bases militaires et que l'Arctique est maintenant le prochain grand sujet. C'est extrêmement dangereux et représente une escalade en cours. This is extremely dangerous. This is escalation at work. Yeah, so basically, Finland is also. Oui. Donc, en gros, la Finlande signe également l'accord DCA. Je dois dire que je ne suis pas un expert des détails de cet accord. Je pense que PO le sait probablement mieux. Il y a eu un débat en cours ici en Finlande à ce sujet. Je ne peux pas dire qu'il y ait un consensus ou un accord, mais il y a un sentiment que certaines sensibilités doivent être prises en compte, notamment en ce qui concerne les bases militaires stratégiques de la Russie dans la péninsule de Kola. Il serait probablement insensé, même d'un point de vue réaliste ou de la théorie de l'équilibre des pouvoirs, que la Finlande autorise l'installation de matériel militaire si près d'objets stratégiques clés. C'est crucial pour maintenir la stabilité stratégique entre la Russie et les États-Unis. Go back to maintaining strategic stability between Russia and the United States. And this harks back to, and now perhaps one. Cela renvoie à un argument que j'ai en tête, lié à la neutralité. Même si la neutralité n'a jamais pris racine en tant qu'identité en Finlande, certaines compréhensions pratiques de la manière d'exercer une politique de neutralité peuvent encore subsister dans la culture de la politique étrangère finlandaise. Il y a un sentiment de dilemme de sécurité dans certains segments de la société. La vertu d'une certaine forme de désengagement peut ne pas être acceptée sur le papier, mais des mesures pratiques de renforcement de la confiance, etc., sont encore envisagées. Curieusement, dans le débat finlandais sur l'OTAN au printemps 2022, le modèle norvégien était souvent mentionné plutôt que le modèle suédois.
Le modèle norvégien consiste à ne pas autoriser l'installation d'armes nucléaires sur son sol en temps de paix. Nuclear weapon installations during peacetime on its soil. There are certain no-fly zones in the Il existe certaines zones d'exclusion aérienne dans les régions nord de la Norvège. La Norvège a une tradition de gestion des relations étrangères avec la Russie assez bien en tant que membre de l'OTAN. Elle a également un profil fort dans la construction de la paix et les questions humanitaires. Fait intéressant, la Norvège, bien que n'étant pas neutre, exerce certaines politiques que l'on associerait typiquement à des États neutres. Cependant, cette perspective n'est pas partagée par l'ensemble du spectre politique en Finlande. Ce sont les points de débat actuellement en cours. Comme PO l'a mentionné, la Finlande a une législation qui interdit l'importation d'armes nucléaires sur le sol finlandais. Je crois que la Suède et la Norvège n'ont pas de telle loi. En fait, je pense que la Lituanie est le seul autre État membre de l'OTAN avec de telles limitations légales strictes. such a strict legal limitations. But now the government right now is actually wanting to open up their legislation. Le gouvernement actuel veut modifier sa législation qui fait partie de la loi sur le nucléaire qui régit également l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Il y a un débat à ce sujet, mais il n'a aucun sens stratégique d'amener de tels systèmes d'armes si près des lieux stratégiques importants pour la Russie. On peut voir qu'il y a une certaine sensibilité au dilemme de sécurité ancré dans ces discussions. Il ne s'agit pas de rapprocher tout le matériel jusqu'à la frontière, même parmi les segments plus conservateurs et orientés vers la défense nationale du spectre politique en Finlande. Segments of the political spectrum here in Finland, I would say. Nasir, what are your thoughts about this? Because we are now Nazir, que pensez-vous de cela? Nous vivons maintenant dans un monde où certains pays neutres rejoignent l'OTAN et certains membres de l'OTAN se comportent de manière plus neutre que les pays neutres. Je pense à la Turquie, par exemple, qui a pu accueillir les seules négociations de paix réalistes qui ont eu lieu en 2022, le processus d'Istanbul. Comment comprenez-vous la situation actuelle? How do you make sense of this situation at the moment? I think one is that, as I mentioned before, that the shift. Je pense qu'un point à considérer est le déplacement dans la reconfiguration mondiale des pouvoirs du nord au sud et d'est en ouest. La Chine est maintenant un acteur important, bien qu'elle essaye de maintenir une position principalement économique, contrairement à l'Union soviétique dans le passé. Ce changement explique pourquoi des pays qui étaient autrefois pris entre l'Union soviétique et le bloc occidental, principalement les États-Unis et le Royaume-Uni, s'alignent maintenant davantage avec la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres, tandis que le reste de l'Europe et les États-Unis maintiennent leur position. Cette perspective aide à comprendre le paysage géopolitique actuel. Put all the small dots, a picture like this, you will get. But before going to this, because I mentioned something about this contradiction, but Avant de commencer, je veux clarifier quelque chose à propos de la contradiction que j'ai mentionnée plus tôt. Pour le bénéfice des étudiants en relations internationales qui écoutent ceci, il y a un argument intéressant ici. Vous l'avez mentionné aussi. D'un point de vue sécuritaire, ces deux pays veulent rejoindre l'OTAN parce que la Russie est plus agressive militairement. Cela fait partie de l'argument en considérant ce que la Russie a fait à l'Ukraine. L'impact de l'attaque contre l'Ukraine a probablement été amplifié par les médias, car nous avons maintenant une couverture d'information 24/7. Tout le monde peut le voir en Finlande, en Suède et ailleurs. media impact, and everybody can see it in Finland and Sweden and everywhere else. So Russia is more aggressive militarily. They wanted to, La Russie est plus agressive militairement. Ils voulaient changer les frontières internationales. C'est pourquoi nous avons rejoint l'OTAN. Mais l'autre argument est que nous pouvons rejoindre l'OTAN parce que la Russie est faible. S'ils étaient forts, il y aurait une dissuasion et nous n'aurions pas rejoint. Le deuxième point concerne la restriction de l'agression russe ou de leur politique irrédentiste de retour aux frontières de l'Union soviétique. Whatsoeverement besoin notamment de protection de l'OTAN était l'Ukraine. Et si l'objectif était d'arrêter l'agression russe, l'Ukraine avait besoin de l'OTAN.
Russia's aggression, NATO would have Ukraine needed NATO. But in the case of Sweden, to some extent even Finland, Mais dans le cas de la Suède, et dans une certaine mesure même de la Finlande, il semble que l'OTAN ait plus besoin de la Suède et de la Finlande que la Suède et la Finlande n'ont besoin de l'OTAN. C'est ma deuxième réflexion. Et la dernière partie est que l'Ukraine était très importante stratégiquement jusqu'à ce qu'elle perde la Crimée. Si l'Ukraine avait gardé la Crimée, cela aurait été un lieu de grande valeur, rendant sa défense à tout prix par l'OTAN justifiée. Lorsque la Crimée a été perdue, le reste de l'Ukraine est devenu beaucoup plus éloigné du cœur de la Russie en cas de confrontation. Mais la Finlande ne l'est pas. Elle est juste de l'autre côté de Saint-Pétersbourg. Donc je mets juste toutes ces choses ensemble. Maybe let me ask Pio to react. Peut-être que je vais demander à Pio de réagir à cela et aussi de poser une question à Pio. Pensez-vous qu'il y a une forme de surcompensation en Suède pour ne pas avoir fait partie de l'OTAN pendant si longtemps? J'ai parlé à Balázs Orbán l'autre jour, le conseiller politique de Viktor Orbán de Hongrie, et il a dit que si l'OTAN voulait réellement déployer des troupes en Ukraine, la Hongrie voudrait se retirer de cette obligation. Que pensez-vous que la Suède ferait si cette discussion se poursuivait? Sweden do if that discussion continued? Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit à propos de la Hongrie? Hungary, I lost you. Hungary, political. Le directeur politique de la Hongrie, Balázs Orbán, a déclaré que si l'OTAN voulait déployer des troupes en Ukraine, que ce soit en première ligne ou dans des rôles de soutien, la Hongrie ne participerait pas. La Hongrie participerait à la défense collective du territoire de l'OTAN, mais pas aux opérations hors zone. L'Ukraine est clairement considérée comme hors zone. Quelle est la discussion en Suède à ce sujet? Et pensez-vous qu'il y a une forme de surcompensation en ce moment? Form of overcompensation going on at the moment. Yeah, that's good you bring that up because in Sweden, this is a Oui, c'est bien que tu en parles parce qu'en Suède, c'est en grande partie une question intérieure. Il y a eu un long mouvement pour faire de la Suède un pays européen, normal, mené par la droite. Les sociodémocrates ont en quelque sorte abandonné cela dans les années 90. Avant cela, c'était un point de discorde majeur entre la droite et la gauche. La droite a toujours accusé les sociodémocrates et la gauche d'être trop gentils avec l'Union soviétique et d'avoir un biais de gauche. L'Union européenne a été le premier pas pour démanteler cette politique étrangère et cette approche suédoise particulière. Swedish foreign policy identity and approach, and I think NATO has also. Je pense que l'OTAN est également devenu un enjeu pour changer la Suède au-delà de toute reconnaissance, effaçant le passé. Pendant la guerre froide, la Suède n'était pas un laquais de l'Union soviétique. En fait, elle avait un accord secret avec les États-Unis pour un soutien en cas d'attaque soviétique. Cela est maintenant utilisé pour argumenter que la neutralité de la Suède était cynique. Les gens disent « Pourquoi avez-vous besoin de neutralité si nous étions déjà dans le camp occidental ?» Mais c'est une incompréhension. L'approche de la Suède était pragmatique. Il s'agissait de manœuvrer les paysages complexes. How can we maneuver and navigate in this landscape? So Swedish so-called active foreign policy. La soi-disant politique étrangère active de la Suède n'était pas cynique dans le sens où elle n'était pas simplement de façade. Au contraire, la Suède utilisait tous les outils à sa disposition. Elle était l'une des critiques les plus virulentes des États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Même aujourd'hui, aucun autre dirigeant occidental n'a visité Cuba. Mais la Suède l'a fait. Palme a visité le Nicaragua avec les sandinistes. La Suède a fait beaucoup de choses controversées, comme inviter Arafat dans les années 70. La réaction des conservateurs en Suède à l'époque était intense. Ils étaient inquiets et furieux. Ce côté domestique de la Suède n'est pas bien connu en dehors du pays. Il symbolise la fin du projet social-démocrate d'avoir une politique étrangère active. Project of having an active foreign policy. Yeah, and when you say it was. Oui,
Et quand vous dites que c'était très controversé, ce serait controversé au sein du camp occidental, n'est-ce pas? Pas dans le reste du monde. Il y a cette manière très européenne de voir le monde, comme l'Europe plus l'Amérique du Nord. Europe plus North America. Yeah. Tapio, And that's do you what I want- mean. I mean, Sweden, that's also hard. It's very Et c'est ce que je veux dire, c'est très difficile pour les petits États. Les discussions étrangères manquent souvent de nombreuses nuances. Par exemple, lorsque la Suède a participé au sommet de l'OTAN en 2022, Biden était là et le Premier ministre suédois était là. Joe Biden a dit par erreur qu'il était heureux de voir la Suisse rejoindre l'OTAN. Ce n'était pas dû à la démence, c'est juste une erreur typique des Américains. Ensuite, cette année, Blinken est allé à Paris. Le département d'État a envoyé une carte de l'Europe où la Suède avait remplacé la Suisse. La blague était que la Suède avait déménagé en Europe centrale. Cela montre à quel point il est difficile pour quiconque en dehors du contexte historique national d'un pays comme la Suède ou la Finlande de comprendre pleinement l'OTAN. anything about such a thing as NATO, you know, or But there is, to some level, there is some form of Mais dans une certaine mesure, il y a une communauté épistémique et une idéologie en jeu. Nous sommes tous dans le même camp et voulons être unis. Vous pouvez voir une discussion similaire se dérouler en Suisse, où les gens se sentent presque désolés de ne pas contribuer autant que les autres au bon côté de l'histoire. Ces personnes se perçoivent comme ayant besoin de rester ensemble. C'est intéressant. Y a-t-il un mouvement idéologique que l'Europe connaît actuellement? on that Europe is just rolling in right now. Well, Eh bien, je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir un mouvement idéologique. Bien sûr, il y a certains courants idéologiques et certains discours prédominants, ainsi que certaines pressions morales. Mais il y a aussi de nombreux débats et différences. L'OTAN n'est pas un monolithe. Par exemple, comme vous l'avez mentionné, la Hongrie est un pays qui a tendance à suivre plutôt qu'à contribuer de manière significative. Ensuite, il y a des pays idiosyncratiques avec des histoires uniques, comme la Finlande. En Finlande, le discours sur la sécurité met encore l'accent sur l'importance de la préparation nationale. En même temps, il y a une prise de conscience qu'ils doivent participer au partage des charges politiques, militaires et morales. participate in burden sharing, political, military, and moral in nature, what that means, and so on. And it's more like, I don't know, but Je ne suis pas sûr, mais je pense que la solidarité pour l'Ukraine est significative. Je ne suis pas certain que ce soit le principal moteur idéologique de la discussion, mais il y a une forte solidarité. Il y a eu un changement significatif en Allemagne, par exemple. En ce qui concerne les courants idéologiques derrière la politique, il y a un danger que le débat public devienne unilatéral. C'est quelque chose que l'on peut partiellement voir en Finlande. Avant décembre 2021 et février 2022, il y avait un débat en cours sur l'OTAN en Finlande. Le sentiment général était que l'OTAN n'était pas nécessaire parce que les choses allaient plutôt bien. we don't need NATO because things are quite okay. There's still kind of freedom of maneuver. Il y a encore une sorte de liberté de manœuvre. Nous pouvons exercer une politique de stabilisation au niveau régional. Nous avons encore un dialogue ouvert avec la Russie, quelque chose que le président de la Finlande a essayé d'établir même aussi tard qu'en décembre 2021. C'est vraiment intéressant de voir son expression lorsqu'il a appelé Poutine après les demandes. Il n'y avait en fait personne physiquement là. Il a juste entendu un monologue de Poutine, un monologue historique sur des événements passés. Avant, il y avait un dialogue, une discussion et une sorte de compréhension mutuelle que les intérêts nationaux sont en jeu et que nous devons nous écouter les uns les autres. National interest at play, and we need to listen to each other. But the minister said that there was actually nobody there to discuss. Mais le ministre a dit qu'il n'y avait en fait personne avec qui discuter. Physiquement, il y avait quelqu'un, mais il n'était pas mentalement présent. Niels a également appelé Poutine pour lui dire que la Finlande avait décidé de demander l'adhésion à l'OTAN au printemps 2022. Étonnamment, c'était une discussion plus détendue, assez paradoxalement.
Avant la décision d'adhésion à l'OTAN, tout le débat sur la question de savoir si nous devions rejoindre ou non était en quelque sorte réprimé. Le parti de la coalition nationale, les conservateurs nationaux en Finlande, étaient en faveur de l'adhésion à l'OTAN depuis quelques années, mais le débat était en quelque sorte réprimé. Maintenant, toute la situation est bouleversée. La discussion critique sur l'OTAN, qui est essentielle dans une société démocratique, et sur ce que signifie la DCA, est en quelque sorte réprimée. Nous passons d'une alternative à une autre. Cela pourrait également conduire au problème du révisionnisme historique ou de la politique de la mémoire. J'ai interprété de la discussion de PO plus tôt qu'il y a eu un sentiment que toute l'histoire de la neutralité en Finlande et en Suède est maintenant en cours de révision. Je pense qu'en Suède, par exemple, certaines voix ont affirmé que pendant la guerre froide, la Suède n'était pas vraiment neutre. Il y avait des garanties de sécurité cachées de la part des États-Unis, peut-être même le parapluie nucléaire. Ce genre de discussion est souvent très politisé et manque de nuances. Une telle réinterprétation révisionniste de l'histoire passée peut être assez dangereuse, car elle néglige de nombreuses nuances. Nous avons une historiographie officielle à être respectée. Je peux voir un type de discussion similaire en Finlande, peut-être une troisième vague ou une renaissance du débat sur la finlandisation. Nous avons été complètement finlandisés pendant les années 90 et le début des années 2000 avec la Russie. L'idée de s'engager dans un dialogue ouvert a persisté, même si la situation s'est aggravée après la Géorgie en 2008 et 2014. C'est une caractéristique de la finlandisation. Il y avait une certaine naïveté concernant les facteurs géoéconomiques et la coopération en matière de sécurité énergétique avec la Russie. Oui, cela doit être débattu publiquement. Cependant, présenter toute cette époque comme une autre vague de finlandisation est quelque chose qui pointe vers certains courants idéologiques. Vous savez, le cadrage est important. Il importe comment nous pensons aux choses. L'une des raisons pour lesquelles j'admire la Finlande comme exemple de neutralité réussie pendant la guerre froide est que la Finlande est restée fidèle à ses principes. Le terme finlandisation a été inventé par des universitaires et des politiciens occidentaux pour critiquer la Finlande de ne pas être dans le camp occidental. L'Union soviétique n'a jamais vraiment accepté la neutralité finlandaise. Ce n'est qu'à la fin que Gorbatchev a commencé à reconnaître que la Finlande était neutre. C'était Urho Kekkonen et les Finlandais eux-mêmes qui insistaient « Non, nous sommes neutres. Tout le monde essaiera d'imposer ses vues sur vous, même si vous ne les acceptez pas. » Cette position a permis à la Finlande d'éviter de faire partie du pacte de Varsovie, tout en maintenant une bonne relation économique avec l'Occident. Nasir, maybe the question for neutrals and for neutralism in the world is always... La question pour les neutres et le neutralisme dans le monde est toujours celle des alternatives. En ce moment, les seuls pays poursuivant des alternatives aux politiques neutralistes ou indépendantes sont les pays de l'OTAN. Il n'y a pas de pacte de Varsovie. Les Chinois et les Russes ne sont pas dans une alliance de traités, malgré la représentation de l'Occident. Il n'y a pas d'autres accords de traités militaires significatifs, à l'exception de quelques vestiges comme le traité sino-nord-coréen. Actuellement, le seul acteur majeur dans les traités d'alliance est l'OTAN. Comment interprétez-vous cela? Pensez-vous que nous pourrions voir un deuxième pacte de Varsovie à l'avenir? Les BRICS ne sont clairement pas cela. Les BRICS ne seront jamais une alliance militaire. BRICS will not be a military alliance ever. No, certainly not. Maybe in this, in the case of Non, certainement pas. Dans le cas de la neutralité, l'avenir ne ressemblera probablement pas exactement au passé. L'idée de neutralité a souvent été très régionale. Par exemple, pendant la guerre du Péloponnèse,
Les Maliens voulaient être neutres. C'était une affaire concernant la Grèce et ses îles. Les deux idées que nous avons discutées et qui sont couvertes dans des livres sur la nouvelle guerre froide suggèrent que les frontières pourraient changer par rapport à celles de l'ancienne guerre froide. Les pays situés sur ces lignes de faille, comme Huntington les a décrites, pourraient être contraints de rester neutres ou être prêts à rester neutres. Par exemple, lorsqu'on parle de l'Afghanistan, ce n'est plus dans le contexte de la Russie ou de l'Inde britannique, qui ont initialement formé le pays comme un tampon. Plus tard, l'Afghanistan est devenu neutre. Pendant 50 ans, il est resté neutre. Pendant cette période, il y a eu une ère de paix et une certaine coopération entre les Américains et les Soviétiques. Les Américains travaillaient dans le sud de l'Afghanistan, tandis que les Soviétiques travaillaient dans le nord. Des infrastructures ont été construites, y compris une route importante dans l'ouest de l'Afghanistan. Cette route avait un carrefour où la partie sud a été construite par des ingénieurs américains et la partie nord par les Russes. Les deux groupes se sont rencontrés à ce carrefour et se sont serrés la main. Et c'était un carrefour où les deux routes se rejoignaient à l'intérieur de l'Afghanistan. Je pense qu'il y a une certaine nostalgie que la neutralité ait apporté une certaine coopération. L'Afghanistan était militairement neutre, mais il y avait une possibilité pour les deux parties de coopérer entre elles. Un contexte est la nouvelle guerre froide et l'autre est le contexte des puissances régionales. Si nous pensons que nous sommes en dehors de l'ère des superpuissances et de la division du monde en deux camps, alors chaque partie du monde a plusieurs puissances régionales. Si vous regardez cette région et l'approche des puissances, il y a encore des pays qui sont pris en sandwich entre différentes puissances régionales. Par exemple, le Népal est entre l'Inde et la Chine. Maintenant, nous voyons le Sri Lanka dans une situation similaire. L'Afghanistan connaît également beaucoup de confrontations maintenant, impliquant l'Inde et le Pakistan. C'est une nouvelle sorte de reconfiguration. Si vous regardez ce que fait l'Iran avec la Chine et l'Inde, cela devient clair. Donc je pense que la neutralité restera parce que c'est un instrument de politique étrangère. La neutralité est un instrument qui existe entre la guerre et la paix. Est-ce un phénomène temporaire? Je pense que la Suède et la Finlande en sont des exemples. Dans certains endroits, la neutralité peut être temporaire. L'idée de la neutralité en tant qu'identité est maintenant contestée. Si la neutralité est un instrument, elle peut être vue comme une impasse militaire se transformant en impasse politique. Si c'est une définition de la neutralité, alors il y a de nouveaux candidats à la neutralité, surtout à l'Est. Mais qu'en est-il de la neutralité en tant qu'instrument de politique étrangère active pour la consolidation de la paix, comme le disait Pio? As an instrument of an active foreign policy for peace building. What is the impact of this on democracy? Quel est l'impact de cela sur la démocratie? Par exemple, l'argument dans le cas de la Suède est très important. Quel est l'impact de l'adhésion de la Suède à l'OTAN en termes de rôle de la Suède en tant que leader dans la promotion de la démocratie? C'est probablement quelque chose qui doit être étudié. La Turquie a poussé la Suède, affirmant que la Suède ne fait pas assez pour lutter contre le terrorisme. Alors, qui est le terroriste dans ce cas? Quel est l'impact pour la Suède de devoir se conformer à ces exigences? Comment cela affecte-t-il le rôle de la Suède dans la promotion de la démocratie et la consolidation de la paix? Quels sont les gains et les pertes? En fin de compte, qui en pâtit? Les pays aspirant à devenir démocratiques, ou l'idée de l'expansion de la démocratie dans d'autres parties du monde, en particulier dans les petits pays, signifie que nous verrons de moins en moins de dictatures. Les petits pays sont souvent acculés, se sentant non défendus. On ne peut pas mettre un prix sur la démocratie. L'Afghanistan en est un exemple. Bien que ce soit un débat différent,
L'invasion de l'Afghanistan au cours des 20 dernières années a été présentée comme étant une question de démocratie. Malgré les complexités, l'Afghanistan aspirait à être démocratique dans une région très territoriale. C'est quelque chose à considérer. Mais maintenant, même les Afghans, les Iraniens et d'autres sont poussés à penser que la démocratie est une chose secondaire. Ils doivent vivre avec la mentalité des talibans, avec les Chinois soutenant les talibans. La politique réelle suggère que la région ne vaut pas la peine d'être défendue. Bien que le comité suédois ait été en Afghanistan pendant de nombreuses années, les talibans sont arrivés et l'ont démantelé. Ils leur ont essentiellement dit de faire leur bagage et de partir. Le comité suédois, depuis les années 1980, était un contributeur majeur, soutenant le renforcement des capacités dans les systèmes de santé et d'éducation. C'est tout simplement parti. Je ne dis pas que c'est parce qu'ils ont rejoint l'OTAN, mais parce que nous avons permis à une organisation comme les talibans, avec le soutien des Chinois et une aide de l'Iran et de la Russie, de prendre cette partie du monde. Son impact sur la démocratie est énorme. Cela soulève la question de savoir comment les gens croiront vraiment que les pays occidentaux peuvent apporter un changement positif au reste du monde. Cela aura un impact. Mais je pense que c'est ainsi que fonctionne le monde de la politique réelle. En tant que partisan de la neutralité, je pense que cela change. Il y a de nouvelles zones qui auront besoin de neutralité. Ce sera probablement différent du passé, mais c'est un sujet intéressant à observer. Et pour la Scandinavie, PO je veux dire, et Tapio, mais PO d'abord, que pensez-vous de l'impact d'être maintenant membre du bloc et d'être partie prenante de la militarisation en rejoignant l'OTAN? C'est une bonne question. Je pense que nous allons essentiellement continuer à démanteler tous les aspects uniques de la politique étrangère suédoise et devenir davantage un avant-poste américain dans la géopolitique européenne. Par exemple, l'explosion de Nord Stream 2, qui était sans doute le plus grand attentat terroriste sur le territoire suédois jamais commis, n'a pas du tout été débattue en Suède. Nous avons même décidé de clore l'enquête judiciaire. Ces actions indiquent clairement la direction que nous prenons. Le DCA est un reflet parfait de ce que le gouvernement suédois actuel pense du rôle de la Suède dans le monde. Lorsque nous parlons de neutralité, nous discutons vraiment de la question des petits États. Et c'est aussi une tragédie dans le cas suédois, parce que oui, beaucoup de petits pays peuvent penser qu'ils n'ont pas le choix. Parfois, c'est le cas. Mais dans le cas suédois, nous avions le choix. Nous n'étions pas obligés de faire ce que nous avons fait, et c'est une tragédie. C'est aussi symptomatique d'un gouvernement sans idée. L'ancienne garde de la diplomatie, le corps diplomatique en Suède, et la grande accumulation de connaissances que la Suède a accumulées au fil des années en étant active à l'ONU et en étant une voix active dans le monde, notamment les connaissances sur l'Afghanistan, sont en train de s'évaporer. That is just evaporating. And in that process of evaporation, well, that goes... Dans ce processus d'évaporation, cela s'aligne parfaitement avec ce que nous faisons en ce moment. Si je peux ajouter une chose de plus, que je pense importante, c'est l'Union européenne et la question du veto national en matière de politique étrangère. Il est crucial d'intégrer cela dans la discussion car cela met en évidence la dynamique entre les petits et les grands États au sein de l'Union. L'idée que tout le monde est égal dans l'Union n'est pas exacte. Macron, von der Leyen et d'autres, lorsqu'ils parlent du veto en politique étrangère comme étant anachronique, disent que c'est une institution héritée d'une autre époque
et qu'elle n'est plus pertinente. Quand j'entends cela, je comprends qu'ils regrettent le moment wilsonien et les conséquences de la Première Guerre mondiale lorsque les empires territoriaux ont été vaincus en Europe et que de nouveaux États ont émergé. Je pense que ce qu'ils regrettent inconsciemment, c'est l'occasion manquée d'avoir un pouvoir centralisé en Europe. Vous entendez ce sentiment dans leurs déclarations sur le veto étant ridicule, etc. That this veto is ridiculous and so on. And you also hear that from intellectuals, think tanks Vous entendez également cela de la part des intellectuels, des groupes de réflexion, etc., disant qu'il n'y a pas d'autre option. Soit l'Europe s'effondre, disparaît, est détruite, soit elle centralise sa politique étrangère et de sécurité. Je pense que c'est aller trop loin, mais c'est aussi en prévision d'une potentielle nouvelle présidence de Trump. Que se passera-t-il en Europe dans une situation où Trump pourrait revenir? Il y a toutes sortes de spéculations. Mais je pense que cet argument selon lequel l'Europe doit mettre de l'ordre chez elle vient de ceux qui croient que les petites puissances et les petits pays doivent disparaître. Ils pensent que ces pays ne devraient plus avoir de voix dans le projet européen. They just cannot be allowed to have a voice in this European project anymore. The sad thing about this is that historically, La chose triste à ce sujet est que, historiquement parlant, l'Europe se détruit toujours lorsqu'on essaye de l'unifier sous une seule idéologie, et cela fait exploser l'ensemble. Je sais que les Européens aiment se comparer aux Nord-Américains. Même l'idée de l'Europe était comme les États-Unis d'Europe, n'est-ce pas? Mais les Nord-Américains ont réussi à s'unifier, du moins les Américains, leur parti par le génocide. Vraiment, vraiment horrible génocide. Quoi qu'il en soit, c'est complètement différent. Revenons à la Scandinavie. Tapio, où voyez-vous la Finlande et la Scandinavie évoluer? see Finland and Scandinavia like moving. Well, it's a historical moment also in a sense that I think that this Eh bien, c'est un moment historique dans le sens où c'est la première fois depuis des siècles que tous les pays nordiques sont au sein d'une même alliance politique. La Norvège n'est pas membre de l'Union européenne et le Danemark a des réserves sur la politique étrangère et de défense commune. Mais maintenant, toutes les nations nordiques font partie de l'OTAN. C'est historique. Cela ne conduit pas nécessairement à un bloc nordique unifié au sein de l'OTAN. Mais cela pourrait mener à plus de coopération au sein de l'OTAN. Stratégiquement parlant, le flanc nord de l'OTAN recevra probablement plus d'attention dans les discussions internes. Il y a une chance de formuler une sorte de politique nordique de l'OTAN. So, but there is a chance of actually formulating some kind of Nordic NATO policy. Whether that will lead into more like, whether that would actually... Que cela pluralise réellement le débat au sein de l'OTAN est une question ouverte. Mais il y a une possibilité. En ce qui concerne la Finlande, on peut déjà voir qu'il n'y a pas beaucoup de changements dans sa politique étrangère et de sécurité globale. La Finlande était déjà aussi militairement alignée que possible, sans être un membre formel d'une alliance militaire. Donc en ce sens, c'était une étape incrémentale. Mais il y a aussi des changements significatifs. L'un des principaux changements concerne la politique de la Finlande envers la Russie. Traditionnellement, les relations avec la Russie ont été une partie centrale de l'agenda de politique étrangère du président en Finlande. Bulk of the president's foreign policy agenda in Finland. So basically, right now we don't have that policy at all. En ce moment, nous n'avons pas de politique envers la Russie du tout. Il n'y a pas de relations officielles au niveau de l'État avec la Russie. Il peut y avoir quelques contacts diplomatiques, mais en tant que segment de la politique étrangère, nous n'avons pas de politique russe. Ce qui comblera ce vide est encore une question ouverte. À l'avenir, il pourrait y avoir des changements rapides dans l'environnement de sécurité. Par exemple, en 1983, personne n'aurait probablement deviné que Gorbatchev et Reagan discuteraient du démantèlement de toutes les armes nucléaires dans les 3 ans à Genève puis à Reykjavik. Donc tout peut changer. Et puis soudain, nous pourrions avoir une tradition à invoquer pour raviver une approche plus dialogique
des relations avec la Russie. Le contrôle des armements et le désarmement sont des exemples où la Finlande a un profil actif. Il pourrait y avoir quelques légers changements, mais rien de majeur. La Finlande a peut-être été plus pragmatique que la Suède en ce qui concerne les questions de désarmement nucléaire. Par exemple, la Finlande n'a pas participé à la phase de négociation du TBNW, le traité d'interdiction des armes nucléaires, tandis que la Suède l'a fait. La Finlande a été un peu plus réservée et pragmatique, orientée vers le maintien du statu quo des grandes puissances, même avant. Donc, il pourrait ne pas y avoir beaucoup de changements à ce niveau. Even before, so maybe not that much change there. And when it comes to overall defense and security policy, Finland... En ce qui concerne la politique globale de défense et de sécurité, la Finlande est l'un des rares pays européens à avoir maintenu une armée basée sur la conscription même pendant l'ère post-guerre froide. Il y a eu un accent continu sur la préparation nationale et la défense. Cela implique de concilier la défense nationale avec le maintien de canaux de dialogue ouverts et une politique de stabilité régionale. En termes de politique de défense, il n'y a pas de changement majeur sur pour l'inclusion d'un SPT à une plus en préparation. Cependant, sans politique étrangère, il y a quelques changements pratiques. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure et 15 minutes. Nous devons conclure. J'aimerais donner à chacun de vous la chance d'ajouter un dernier point que vous aimeriez faire, avec 1 minute chacun. Nous commencerons par Nasir, puis Peo, et enfin Tapio. Nasir. Well, thank you very much. I think, I probably got Eh bien, merci beaucoup. a lot from this. Je pense avoir beaucoup appris de cette discussion, venant de différentes parties du monde et réfléchissant à la neutralité d'une manière différente. Même certaines questions que j'avais sont maintenant résolues ou claires. Mais malgré tout, je pense que le phénomène de la neutralité est là pour rester. Il se déplacera vers différentes parties du monde. L'impact de ces deux cas sera significatif pour de nombreuses études de cas, pour de nombreux universitaires et décideurs politiques qui examinent ces cas de neutralité de manière pragmatique et pratique. And practically about these cases of neutrality. Personally, I myself, again, coming from Personnellement, venant d'une autre partie du monde, je ne suis pas très convaincu. D'après ce que j'entends de mes collègues, il n'y a pas eu beaucoup de débats sur ce qu'il fallait faire. Le moment est arrivé. Peut-être que certaines personnes seront prêtes, comme pour de nombreuses autres questions politiques, telles que le Brexit au Royaume-Uni. Les politiques se développent souvent en arrière-plan. Quand le moment est venu, elles passent au premier plan, puis disparaissent. Elles prennent le pas, et après un certain temps, nous saurons si c'était une politique appropriée ou non. Je crois toujours que l'OTAN a plus besoin de la Suède et de la Finlande que la Suède et la Finlande n'ont besoin de l'OTAN, surtout avec ce qu'ils appellent un accord sur le statut des forces, SOFA. Cela est très limitatif et entraînera probablement des débats, similaires à ce qui se passe au Japon concernant les activités américaines là-bas. Étant donné la situation mondiale actuelle, il n'y a pas beaucoup de débats sur des cas majeurs comme celui-ci, parce que le conflit et la crise sont tellement exacerbés. La neutralité de la Suède et de la Finlande prendra fin et elles rejoindront l'OTAN. Cela sera perçu comme un nouveau développement, puis nous passerons au prochain conflit. Merci. Yeah, it's been a great discussion too. Oui, c'était une excellente discussion. Je suis très heureux d'en faire partie. Je pense que le point de Tapio sur la façon dont les choses peuvent changer devrait toujours rester dans nos esprits. C'est pourquoi j'ai évoqué l'UBA-Weber dans ce contexte et le potentiel de l'UNOM member à devenir un substitut à une OTAN dysfonctionnelle, surtout pendant une présidence Trump. La leçon ici est que si les pays et leurs gouvernements ne sont pas prêts, un changement rapide peut être extrêmement dangereux. L'adhésion de la Suède à l'OTAN reflète ce manque de préparation et de clarté sur les intérêts suédois.
sort of what are the Swedish interests here? What should be our policy? And that goes. Quelle devrait être notre politique? Cela rejoint ce que j'ai dit à propos des choix des pays. Ils devraient vraiment réfléchir sérieusement à ces choix et ne pas simplement s'aligner avec les grandes puissances en pensant qu'ils sont en sécurité. Nous avons vu les leçons non apprises à plusieurs reprises. Les pays rejoignent une grande puissance ou une organisation pensant que leurs problèmes disparaîtront. C'est comme externaliser sa politique étrangère, ce qui peut être très dangereux. Certaines personnes considèrent encore l'Union européenne comme un refuge sûr. Eh bien, ce n'est pas le cas, et l'OTAN non plus. Well, it's not, and neither is NATO. We saw what happened to the Eurozone crisis, that Nous avons vu ce qui s'est passé pendant la crise de la zone euro. Les pays ont rejoint la zone euro pour accroître leur sécurité, mais cela les a en fait rendus plus vulnérables. Nous devrions également considérer cela avec l'OTAN. La Suède croit que rejoindre l'OTAN signifie qu'elle est maintenant en sécurité. Cependant, comme vous l'avez souligné, Pascal, nous devons poser des questions difficiles à ce sujet. Cela pourrait très bien être le contraire, augmentant la vulnérabilité. S'il n'y a pas de compréhension claire, les choses peuvent très mal tourner, et rapidement. Donc je suis d'accord avec vous, Tapio. So I am there. Tapio. Yeah. Also, thanks on my behalf. Oui, merci également de ma part. Cela a été une discussion vraiment fructueuse et engageante. Un dernier point, je veux souligner que ce n'était pas la Russie, mais Poutine qui a poussé la Finlande vers l'OTAN. Plus précisément, c'était l'ultimatum de décembre 2021 qui a remis en question certains des principes fondamentaux de la politique étrangère de la Finlande. Ceci inclut la liberté d'action, la liberté de décision et la liberté de manœuvre en politique étrangère. Ces principes ont été hérités des expériences de la guerre froide lorsqu'ils étaient une lutte. Dans l'ère post-guerre froide, ils n'étaient pas autant une lutte, mais restaient une partie très valorisée de la politique étrangère de la Finlande. Lorsque Poutine a fait ce geste rhétorique en décembre 2021, c'était la première poussée. La deuxième poussée était la coercition nucléaire escalatoire lâche et ouverte, et la rhétorique. C'était quelque chose que nous n'avions pas vu chez les dirigeants soviétiques, mais que nous avons vu chez les dirigeants russes actuels. Ces deux facteurs combinés ont augmenté la prise de risque et ont poussé la Finlande vers l'OTAN. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que l'héritage ou la tradition du pragmatisme instrumental et certains éléments de neutralité disparaîtront complètement de la politique étrangère finlandaise. Si les temps changent, il pourrait y avoir de nouvelles voies pour de nouvelles ouvertures. Ainsi, une sorte de réflexion conjointe nordique sur ces questions pourrait en fait être une façon d'ouvrir un peu le débat. Un dernier point, c'est une ironie historique que la Finlande et la Suède aient rejoint l'OTAN sous des gouvernements sociodémocrates. Une question contrefactuelle intéressante est de savoir si la situation et le débat auraient été très différents si les sociodémocrates avaient été dans l'opposition en Finlande et en Suède. Mais c'était une question contrefactuelle à laquelle nous ne pourrons jamais répondre, bien que ce soit quelque chose à méditer. But gentlemen, this was very, very interesting. Mais messieurs, c'était très intéressant. Vous savez, il n'y a pas de solution miracle en relations internationales. Il n'y a pas de stratégie parfaite pour toujours garantir la sécurité. Les systèmes continuent de changer et les pays changent. Certains pays deviennent membres d'alliances, tandis que d'autres restent neutres. Cela continuera d'être le cas. J'espère que nous pourrons nous revoir et continuer à discuter. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Thank you very much for joining today. Merci beaucoup. Thank you.